Je m'appelle Manon Leroux. J'ai 29 ans. Et jusqu'à il y a 3 semaines, je croyais sincèrement que je construisais quelque chose de réel avec quelqu'un. Pas dans le sens dramatique de l'âme sœur prédestinée, mais réel dans ce sens adulte et calme, fait de routines partagées, de projets pour le week-end, cette hypothèse tacite que l'on marche tous les deux dans la même direction. Il s'appelait Maxime. Nous étions ensemble depuis 8 mois. Assez longtemps pour que je cesse de me demander où j'en étais, mais assez peu pour que je n'ai manifestement pas encore vu le tableau complet. Je suis architecte spécialisé dans les bâtiments tertiaires. Je passe mes journées à résoudre des problèmes qui ne s'annoncent pas bruyamment, limites de charge, flux de circulation, compromis structurels dissimulés derrière des lignes épurées. Je suis doué pour repérer les micro-fissures avant qu'elles ne deviennent des effondrements, ce qui rend presque embarrassant le temps qu'il m'a fallu pour remarquer celle de ma propre relation. Nous nous sommes rencontrés à la pendaison de crémaillère d'un ami commun au début du printemps. Il avait cette assurance facile, le genre qui réchauffe au premier abord. Il posait des questions intelligentes, écoutait juste assez longtemps pour vous donner l'impression d'être intéressante. Quand il me souriait, cela semblait intentionnel. En quelques semaines, nous étions inséparables le week-end. Maxime travaillait comme délégué médical, congrès, déplacements, anecdotes sur des hôtels qui finissaient tous par se ressembler. Il parlait beaucoup de sa famille, de leur proximité, de la fréquence de leurs réunions. J'aimais ça. La mienne était dispersée, fonctionnelle, mais distante. J'avais toujours admiré les gens qui trouvaient leur place quelque part aussi naturellement. Les premières fissures étaient petites. Une remarque par-ci, une blague par-là. Manon est brillante, disait-il à ses amis, avant d'ajouter avec un rire, mais ne lui demandez pas de dévisser quoi que ce soit. Elle embauchera quelqu'un. Les gens riaient. Je souriais. C'était inoffensif. Je me disais que c'était pour une autre fois. Ce n'est pas vraiment une sportive. Plutôt plan d'architecte et fichier Excel. Encore des rires, moi souriant juste une seconde trop tard. Ce qui me dérangeait, ce n'était pas les mots. C'était la lueur dans ses yeux quand les gens réagissaient. Cette satisfaction, comme s'il avait marqué un point. Au milieu de l'été, ça s'est intensifié. Il oubliait de me présenter lors des rassemblements, se tenait à côté de moi, son bras autour de ma taille pendant que je restais là, sans nom, en marge des conversations. Quand je le mentionnais plus tard, calmement, il riait. Tu réfléchis trop. Tu es tellement susceptible parfois. J'ai arrêté d'en parler. Je travaillais plus tard, je passais plus de temps à la salle de sport, je me disais que les relations exigeaient de la souplesse, que j'avais juste besoin de m'endurcir. Son dîner d'anniversaire a eu lieu fin novembre, dans un restaurant italien huppé du centre-ville, murs en briques apparentes, lumière tamisée, le genre d'endroit qui vous donne l'impression d'être légèrement mal habillé, peu importe ce que vous portez. Il l'avait planifié de manière obsessionnelle. Mise à jour de la liste des invités, débat sur sa tenue, plan de table. Il m'avait demandé de venir tôt pour aider à accueillir les gens. Je suis arrivé à 18h30 dans une robe anthracite que j'avais fait retoucher cette semaine-là, tenant un cadeau que j'avais mis trop de temps à choisir, une boussole de collection qu'il avait admirée des mois plus tôt au puce. Quelque chose de symbolique, de réfléchi. Tu es jolie, a-t-il dit quand je suis entré, me regardant à peine. Son attention était déjà ailleurs. Environ 20 personnes remplissaient la longue table. Des amis, de la famille. J'ai reconnu quelques visages. La plupart étaient des inconnus. Maxime évoluait dans la pièce comme s'il était sur scène, riant fort, touchant les épaules, captant l'attention. Je me tenais près du bar, sirotant un verre, faisant la conversation poliment avec son cousin au sujet des tendances immobilières et des taux d'intérêt. Vers 19h30, il a fait teinter son verre. La salle s'est tue immédiatement. Tout le monde s'est tourné vers lui, souriant. Il a fait un geste vers moi. « Voici Manon », a-t-il dit avec éclat. Ma copine. Des sourires, quelques hochements de tête, quelqu'un a levé son verre. Puis il a ajouté avec ce même sourire facile, mais qu'il n'y ait pas de malentendu, c'est juste temporaire. Pendant une demi-seconde, la salle est restée silencieuse. Puis elle a explosé. De vrais rires, forts, sans retenue. Quelqu'un a tapé sur la table. Sa sœur a failli s'étouffer avec son verre. Une voix au fond a crié son nom avec une fausse indignation, ce qui n'a fait qu'empirer les choses.
Je suis resté là, la chaleur envahissant mon visage, puis se retirant complètement. Maxime ne me regardait plus. Il savourait l'instant. Les applaudissements, la validation. J'ai posé mon verre. Mes mains étaient stables. Je suis allé au comptoir, j'ai payé ma part et je suis parti. Derrière moi, les rires s'estompaient pour laisser place aux conversations. Dehors, l'air froid m'a frappé le visage comme une réinitialisation, et pour la première fois en 8 mois, j'ai senti quelque chose de clair trancher à travers le bruit. Pas de la colère, pas un cœur brisé, mais de la lucidité. La porte s'est refermée derrière moi avec un bruit sourd, scellant la chaleur et le bruit à l'intérieur. L'air de novembre était vif, immédiat. Il ramenait tout à la sensation pure. Le froid sur mes joues, le bruit de la circulation, mon souffle devenant visible sous les lampadaires. Je suis resté là une seconde de plus que nécessaire, comme si mon corps avait besoin de la preuve que j'étais vraiment dehors, que j'étais vraiment parti. À l'intérieur de ce restaurant, Maxime devait probablement rire encore. Quelqu'un avait sûrement déjà commandé une autre tournée de vin. La vie avait repris sa place sans moi. Mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. Je n'ai pas regardé. Il a vibré encore et encore. J'ai marché 3 rues jusqu'à l'endroit où je m'étais garé, mes talons claquant contre le trottoir dans un rythme qui semblait trop fort pour le silence que je ressentais soudainement en moi. Quand j'ai atteint ma voiture, je me suis assise derrière le volant sans démarrer le moteur, les mains posées nonchalamment sur mes genoux. Le téléphone continuait de vibrer. À travers le pare-brise, je pouvais voir le restaurant au loin. Une douce lumière dorée se déversait sur la rue, des silhouettes bougeaient derrière les vitres. Un couple est passé devant ma voiture en riant, épaules pressées l'une contre l'autre. Le son a traversé la vitre, déformé, mais indéniablement intime. Je me sentais étrangement détaché, comme si j'étais sorti de ma propre vie et que je la regardais continuer sans moi. J'ai démarré le moteur et je suis rentré chez moi. Au moment où j'ai déverrouillé la porte de mon appartement, mon téléphone affichait 17 appels manqués et plus de messages que je ne voulais en compter. La plupart de Maxime, quelques-uns de numéros que je reconnaissais comme étant ses amis, un de son cousin. Ça va? Je n'en ai ouvert aucun. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur le comptoir de la cuisine, je me suis versé un verre de whisky, la bonne bouteille que je gardais pour quelque chose qui méritait d'être célébré, et je me suis assise sur le canapé, lumières éteintes. L'écran s'allumait encore et encore. Chaque vibration était comme une petite insistance pour que je m'explique, que je justifie d'avoir quitté une pièce où j'avais été réduite à une chute de blague. La curiosité a fini par l'emporter. J'ai pris le téléphone. Manon, t'es passé où? Tu pars sérieusement maintenant? Appelle-moi. Quelques minutes plus tard, le ton changeait. C'était une blague. Tu es ridicule. Tout le monde pense que tu as surréagi. Puis celui qui m'a serré la poitrine, tu m'as affiché devant toute ma famille. Je l'ai lu 2 fois. Je l'avais affiché, lui. J'ai posé le téléphone avec précaution, comme s'il risquait de se briser si je n'étais pas douce, et je l'ai éteint complètement. Le silence soudain semblait lourd mais propre. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je suis resté allongé dans mon lit à fixer le plafond, rejouant le moment encore et encore. Le rire, la façon dont il ne m'avait même pas regardé après. La certitude dans sa voix quand il avait dit le temporaire, comme si c'était un fait qu'il attendait de révéler. Le dimanche est passé dans un flou de distraction délibérée. Je suis allé courir longtemps au parc de la Tête d'Or, le genre de course où vos poumons brûlent et vos pensées lâchent enfin prise. J'ai nettoyé mon appartement avec une concentration qui frisait l'obsession, frottant les plaintes, réorganisant des placards que je n'avais pas touchés depuis des mois. J'avais l'impression de reconquérir mon territoire. Ce soir-là, j'ai commandé un thaï, mis un documentaire que je n'ai regardé que d'un œil, et essayé de ne pas penser au fait que mon téléphone était toujours éteint. Vers 20 h, je l'ai rallumé. Il y avait un message vocal de Maxime. Sa voix était tendue, sèche, une colère contrôlée, à peine contenue. Je ne sais pas quel est ton problème, disait-il, mais tu m'as fait passer pour un idiot à mon anniversaire. Les gens n'arrêtaient pas de demander où tu étais allé. J'ai dû inventer des excuses pour toi. Rappelle-moi qu'on puisse parler de ça comme des adultes. Je l'ai effacé sans hésitation. Puis j'ai bloqué son numéro. Quand je me suis couché ce soir-là, quelque chose en moi s'est enfin apaisé. Pas la paix, pas encore,
mais de la résolution. Le lundi matin est arrivé sans cérémonie. Pas de gueule de bois dramatique, pas de vague de regrets, juste le son de mon réveil, la lumière grise filtrant à travers les stores, et la faible conscience que quelque chose de fondamental avait changé pendant mon sommeil. Je suis resté allongé un instant, fixant le plafond, faisant l'inventaire de moi-même. Ma poitrine était serrée, mais pas de la manière paniquée à laquelle je m'attendais. C'était plus comme la courbature après avoir tenu quelque chose de lourd trop longtemps et l'avoir enfin posé. Je me suis levé, j'ai fait du café et je me suis habillé pour le travail avec une précision mécanique. Blazer bleu marine, pantalon noir, cheveux tirés en chignon bas. La version de moi-même qui savait fonctionner même quand les choses se défaisaient. Le trajet vers le centre-ville semblait surréel. Les feux passaient au vert. Les gens traversaient les rues. La ville continuait, ignorante que ma chronologie personnelle s'était brisée en deux. Mon bureau se trouvait dans un vieux bâtiment haussmannien avec de hauts plafonds et des fenêtres qui ne fermaient jamais tout à fait correctement en hiver. Je l'aimais pour cette raison. Il n'essayait pas d'être parfait. Il avait une histoire, une texture, du caractère. Je me suis noyé dans le travail. Une proposition de développement mixte était due pour mercredi, et la façade ne me semblait toujours pas juste. J'ai corrigé des dessins, ajusté des calculs de charge, retravaillé des parcours de circulation. La concentration était un soulagement. Les plans se fichaient de vos sentiments. Soit ils fonctionnaient, soit non. Vers 11 heures, mon téléphone de bureau a sonné. Ligne interne. Manon, a dit Patricia, sa voix hésitante. Il y a quelqu'un pour toi à l'accueil. Je n'ai aucune réunion prévue. Il dit que c'est personnel. J'ai fermé les yeux. Et il n'est pas seul. Ma mâchoire s'est crispée. C'est qui? Maxime. Et il y a un homme plus âgé avec lui. Je crois que c'est son oncle. Évidemment. Dis-leur que je suis indisponible. J'ai essayé, a dit Patricia doucement. Il insiste et il commence à hausser le ton. J'ai expiré lentement, comptant jusqu'à 3. J'arrive. Le hall d'accueil était lumineux d'une manière presque agressive. Sol en marbre poli, parois de verre vous renvoyant votre reflet, que vous vouliez le voir ou non. Maxime se tenait près des ascenseurs, bras croisés, mâchoire serrée. Il avait l'air de n'avoir pas dormi. Ses cheveux étaient attachés négligemment, le vernis confiant du samedi soir avait disparu. À côté de lui se tenait un homme dans la cinquantaine, corpulent, cheveux grisonnants, avec une montre coûteuse qui accrochait la lumière à chaque mouvement. Son oncle. Je l'avais rencontré une fois lors d'un barbecue estival. Il avait longuement parlé du prix du bois et de la pénurie de main-d'œuvre. Manon, a dit Maxime dès qu'il m'a vu. Sa voix s'est adoucie, changeant de registre. Il faut qu'on parle. Non, il ne faut pas, ai-je répondu d'un ton égal. Tu as été clair sur ta position samedi. Je la respecte. Son oncle s'est avancé, main levée dans un geste d'apaisement. Écoutez, peut-être qu'on peut tous s'asseoir quelque part. Je ne suis pas votre fille, les jeux interrompus calmement. Et non, on ne peut pas. Le visage de Maxime a rougi. Tu es puéril. Je suis professionnel, ai-je dit. Tu t'es pointé à mon travail sans prévenir. C'était une blague, a-t-il claqué. Tout le monde a ri. Tu es la seule à ne pas avoir compris. J'ai compris, ai-je dit. C'est pour ça que je suis parti. Oh mon Dieu, a-t-il raillé. Tu es tellement susceptible. J'ai croisé son regard. Ouais, j'ai déjà entendu ça. Il y eut une pause, le genre qui attire l'attention comme un aimant. Ce que tu as fait, ai-je continué, ma voix stable, c'est dire à une salle pleine de gens que je ne comptais pas pour toi, que j'étais jetable, temporaire. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Peu importe ce que tu voulais dire. Ce qui compte, c'est ce que tu as dit. Son oncle a froncé les sourcils, regardant tour à tour l'un et l'autre. Maxime, a-t-il dit lentement. Qu'est-ce que tu as dit exactement? Maxime a hésité une fraction de seconde. Je l'ai présenté, a-t-il dit, et j'ai dit que c'était temporaire. C'était du sarcasme. Ça ne ressemblait pas à du sarcasme, ai-je dit. Ça ressemblait à la vérité. C'est parce que tu es paranoïaque, a rétorqué Maxime.
Tu as toujours été paranoïaque sur ce que les gens pensent. Peut-être, ai-je dit doucement. Parce que tu as passé 8 mois à me donner des raisons de l'être. Patricia faisait semblant d'être très occupée derrière le bureau. Un collègue a ralenti près de l'entrée, consultant son téléphone un peu trop délibérément. Son oncle s'est raclé la gorge. Je pense qu'il y a un malentendu ici. Il n'y en a pas, ai-je dit. Je suis au travail. Vous devez partir tous les deux. Les yeux de Maxime étaient vitreux maintenant, la colère et autre chose vacillant en dessous. Tu vas vraiment jeter 8 mois à la poubelle pour ça? Tu les as jetés samedi, ai-je dit. J'ai juste refusé de rester pour applaudir. Les mots ont semblé frapper plus fort que je ne l'avais prévu. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a attaqué. Tu es ennuyeuse, a-t-il dit. Petite. Tu n'as aucun sens de l'humour. Je me contentais de peu avec toi. Pendant un instant, le monde s'est rétréci à cette phrase. Et puis rien. Pas de douleur vive, pas d'envie de me défendre. Juste de l'épuisement. Alors c'est une bonne chose que tu n'aies plus à le faire, ai-je dit. Je me suis retourné et j'ai marché vers mon bureau. Derrière moi, j'ai entendu son oncle murmurer quelque chose de bas et urgent. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes avec un doux carillon. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas fait 10 pas dans mon bureau avant que mes mains ne commencent à trembler. Pas visiblement, pas assez pour que quelqu'un passant par là ne le remarque, juste assez pour que je doive m'asseoir et presser mes paumes à plat contre le bureau, m'ancrant dans le bord solide de celui-ci. La paroi vitrée me renvoyait mon visage, composé, neutre, professionnel. Si je n'avais pas été à l'intérieur de mon propre corps, j'aurais pu y croire. J'ai fixé mon écran pendant 1 minute entière avant que les chiffres et les lignes cessent de se mélanger. Puis je me suis remise au travail. Pas parce que je me sentais forte, mais parce que m'arrêter donnait l'impression de le laisser prendre une chose de plus. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Manon. La voix de Patricia était plus douce cette fois. Attention. Ils sont partis. Merci. Elle a hésité. Pour ce que ça vaut, il a complètement dépassé les bornes. Je sais, ai-je dit, et je le pensais. Dis-moi s'il revient. J'appellerai la sécurité. Ils ne reviendront pas, ai-je répondu. Je n'étais pas sûr de pourquoi j'en étais si certaine, mais je l'étais. Ils ne sont pas revenus. Le reste de la journée est passé par fragments. Mais répondu. Une réunion à laquelle je me souvenais à peine avoir assisté. Correction terminée presque automatiquement. La mémoire musculaire prenant le relais quand mon esprit refusait de coopérer. Quand 17 heures sont arrivées, j'ai rangé mes affaires lentement, délibérément. Pas de précipitation, pas de sortie dramatique. Dehors, l'air s'était adouci. La ville semblait la même que d'habitude, imperturbable, indifférente. J'ai marché jusqu'à ma voiture et je me suis assise un moment avant de tourner la clé, laissant le calme s'installer à nouveau. Ce soir-là, mon appartement semblait différent. Pas plus vide, juste à moi. J'ai cuisiné quelque chose de simple, mangé au comptoir plutôt que sur le canapé, et résisté à l'instinct de vérifier mon téléphone toutes les quelques minutes. Maxime était bloqué. Ses amis n'avaient pas réessayé. Le silence semblait mérité. En milieu de semaine, un message est arrivé de Lucas, l'une des rares personnes avec qui je m'étais toujours senti à l'aise dans son cercle. Hey, j'ai entendu ce qui s'est passé. Je voulais juste prendre des nouvelles. Tu vas bien? J'ai fixé l'écran plus longtemps que nécessaire avant de répondre. Ouais, ça va. La bulle de frappe est apparue presque immédiatement. Pour ce que ça vaut, beaucoup d'entre nous ont trouvé que ce qu'il a dit était naze. On ne savait juste pas quoi faire sur le moment. J'ai expiré lentement. C'est bon, ai-je tapé. Vraiment? Non, a-t-il répondu. Et honnêtement, ce n'était pas nouveau. Il est bizarre à ton sujet depuis un moment, comme s'il voulait être avec toi, mais voulait aussi que tout le monde sache qu'il pouvait avoir mieux. C'était gênant à regarder. Celui-là a atterri différemment, pas parce qu'il m'a choqué, mais parce qu'il nommait quelque chose autour de quoi je tournais depuis des mois sans l'admettre complètement, ce sentiment constant de passer une audition, de devoir prouver que je méritais de rester. Merci de me le dire, ai-je répondu. J'apprécie. Après ça, les jours se sont installés dans un rythme plus calme.
Boulot, sport, maison. J'ai recommencé à dessiner le soir. Rien pour les clients, rien qui devait être justifié. Juste des lignes, des formes, des bâtiments qui n'avaient pas besoin de permission pour exister. Mon appétit est revenu. Mon sommeil est devenu plus profond. J'ai remarqué à quel point je portais de tension dans mes épaules, et comment elles commençaient lentement à se relâcher. 2 semaines après le dîner, j'étais dans un café près de mon appartement quand j'ai vu son frère, Théo. Il était devant moi dans la file. Quand il s'est retourné avec sa boisson, nos regards se sont croisés. Il s'est figé un instant, puis s'est approché. Manon, a-t-il dit. Tu as 1 minute? J'ai fait un signe de tête vers une table près de la fenêtre. Il s'est assis, visiblement mal à l'aise. Je ne suis pas là pour le défendre, a-t-il dit rapidement. Ce qu'il a dit était dégueulasse. On s'est engueulé violemment à ce sujet ce soir-là. D'accord, ai-je dit prudemment. Il ne va pas fort, a ajouté Théo. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Je voulais juste que tu saches que tu n'avais tort sur rien de tout ça. J'ai étudié son visage. Il avait l'air fatigué. Honnête. Merci, ai-je dit, et je le pensais aussi. Quand il est parti, je suis resté là un moment, regardant les gens passer derrière la vitrine. Couple, famille, chiens tirant sur leur laisse, la vie avançant sans attendre que quiconque rattrape son retard. Je ne me sentais pas triomphante, juste claire. Et pour la première fois depuis cette nuit-là, j'ai su avec certitude que j'avais fait le seul choix qui me permettait de rester entière. L'étrange chose avec la clarté, c'est qu'elle n'arrive pas d'un coup. Elle vient par morceaux. Des confirmations silencieuses, de petits moments qui s'empilent jusqu'à ce que l'image ne puisse plus être ignorée. La semaine après que Maxime se soit présenté à mon bureau s'est passée sans incident, pas d'appel de numéros inconnus, pas de messages surprises glissant à travers les listes bloquées. Pas d'excuses dramatiques livrées par des intermédiaires, juste le silence. Au début, j'ai pris ça pour de la paix. Puis j'ai réalisé que c'était tout autre chose. Les gens savaient. Je ne l'ai pas remarqué tout de suite. C'était subtil. La façon dont les conversations s'arrêtaient une demi-seconde quand j'entrais dans une pièce lors d'événements professionnels. La façon dont certaines connaissances communes avaient l'air soulagées en me voyant, comme si elles avaient espéré que je ne disparaisse pas entièrement. Mercredi soir, après une longue journée de révision et un appel client qui a duré tard, je me suis arrêté à la salle de sport près de mon bureau. Rien d'intense, juste assez de mouvement pour rappeler à mon corps qu'il était toujours à moi. Alors que j'essuyais une machine, quelqu'un a dit mon nom. Je me suis retourné pour voir Étienne, un ami d'amis que j'avais rencontré une poignée de fois par l'intermédiaire de Maxime. Nous n'avions jamais été proches, mais il avait toujours été poli de cette manière réservée, observateur, prudent avec ses mots. « Salut » a-t-il dit. « Tu tiens le coup ?» J'ai hoché la tête. « Ouais, ça va. » Il a hésité, puis a regardé autour de la salle comme s'il vérifiait s'il y avait des témoins. « J'espère que ce n'est pas bizarre, mais je suis content que tu sois parti. » J'ai cligné des yeux. « Tu y étais ?» « Ouais, a-t-il dit. » La table était un bordel après, pas le genre amusant. Il a secoué la tête. Ce qu'il a dit n'était pas drôle. C'était cruel. Beaucoup de gens l'ont ressenti. On ne l'a juste pas dit à voix haute sur le moment. J'ai laissé ça reposer. J'aurais dû dire quelque chose, a-t-il ajouté. On aurait tous dû. Tu ne me dois rien, ai-je dit, et je le pensais. Il a souri, soulagé, puis m'a laissé à mon entraînement. Mais ces mots sont restés avec moi plus longtemps que la sueur refroidissant sur ma peau. Cette nuit-là, j'ai fait défiler mes messages, les vieux cette fois. Des conversations que j'avais archivées, des moments que j'avais écartés, des blagues qui tombaient juste un peu mal, des compliments accompagnés de conditions, des excuses que j'avais acceptées sans question. Les schémas deviennent évidents une fois qu'on arrête de leur trouver des excuses. Le vendredi, un email est arrivé d'un contact professionnel m'invitant à un petit cocktail de l'industrie la semaine suivante. J'ai failli refuser par habitude, par ce vieil instinct de réduire mon calendrier pour rester gérable. Puis j'ai accepté. Le cocktail avait lieu dans un ancien atelier réhabilité du centre-ville. Poutres apparentes, longue table commune, gens équilibrant verres et cartes de visite, essayant d'avoir l'air détendu tout en calculant tout.
J'étais au milieu d'une conversation sur la réutilisation adaptative quand quelqu'un a touché mon coude légèrement. Manon. Je me suis retourné pour voir Marc, une autre connaissance du cercle de Maxime. Quelqu'un avec qui je m'étais toujours senti légèrement mal à l'aise sans savoir pourquoi. Je voulais juste dire, a-t-il commencé en baissant la voix, je suis désolé pour ce qui s'est passé. J'ai étudié son visage, cherchant un angle d'attaque. Il n'y en avait pas. Je ne savais pas à quel point c'était grave, a-t-il continué. Mais après le dîner, les choses ont commencé à prendre sens. Les blagues, la façon dont il parlait de toi quand tu n'étais pas là. Mon estomac s'est noué. Comment parlait-il de moi? Marc a grincé des dents. Comme si tu étais provisoire, comme s'il attendait de voir si quelque chose de mieux se présentait. C'était là, au grand jour, sans adoucissant. Je n'avais pas réalisé à quel point ça t'affectait jusqu'à ce que tu partes, a-t-il dit. Ton départ a forcé les gens à regarder ça en face. Je l'ai remercié et me suis excusé, sortant dans l'air frais de la nuit. Je me suis appuyé contre le mur de briques et j'ai fermé les yeux. Ça faisait mal, mais ça confirmait aussi quelque chose d'important. Je n'avais pas imaginé le déséquilibre. Je n'avais pas été trop sensible. Je n'avais pas échoué à un test invisible. J'avais simplement dépassé une situation qui était construite pour me garder petite. Le dimanche suivant, j'ai retrouvé ma sœur pour un brunch. Nous étions assises près de la fenêtre d'un café calme, la lumière du soleil coupant la table en ligne nette. « Tu as l'air différente », a-t-elle dit en m'étudiant par-dessus son café. « Différente ? Comment ? » Plus légère, a-t-elle répondu. Comme si tu ne te préparais pas à recevoir un coup. J'ai souri. J'ai arrêté d'attendre la permission. Elle a hoché la tête, comprenant plus que ce que j'avais dit. Plus tard cet après-midi-là, alors que je réorganisais une étagère dans mon salon, j'ai trouvé le ticket de caisse de la boussole que j'avais acheté pour Maxime. Je l'ai fixé un long moment, puis je l'ai plié soigneusement et je l'ai jeté à la poubelle. Je n'avais plus besoin du symbole. À la fin de la semaine, l'histoire s'était installée en quelque chose de solide dans mon esprit. Pas une trahison dramatique, pas un conte moralisateur pour les autres, juste un moment de vérité livré publiquement et une décision prise en privé. Les gens finiront par vous dire qui ils sont. Parfois, ils le font avec un sourire dans une salle pleine de rire. Ce qui compte, c'est ce que vous faites une fois que vous les entendez clairement. Je ne m'attendais plus à avoir des nouvelles de quiconque de la famille de Maxime. Ce chapitre semblait clos, scellé par le silence et la distance, le genre de fin propre qui n'invite pas aux suites. Alors quand mon téléphone a vibré tard un mardi après-midi avec un numéro inconnu, j'ai failli laisser aller sur la messagerie. Failli. Manon, a dit une voix d'homme quand j'ai répondu. Prudente, mesurée. C'est Richard, l'oncle de Maxime. J'ai senti mes épaules se tendre instinctivement. Je ne te prendrai pas beaucoup de temps, a-t-il continué. J'ai juste pensé que tu méritais d'entendre certaines choses. Et Maxime ne les dira pas lui-même. C'était là, l'aveu avant l'aveu. Nous nous sommes rencontrés le lendemain dans un café calme près de son bureau. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir, fatigué d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'âge. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé ce soir-là, a-t-il dit après que nous nous soyons assis. Je pensais que vous aviez eu une petite dispute, que les émotions étaient vives. J'ai même pensé que l'alcool avait peut-être joué un rôle. Et puis j'ai demandé. Et alors Maxime a finalement répété ce qu'il a dit, a répondu Richard mot pour mot. Il a fait une pause, mâchoire serrée. J'étais furieux. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Il a essayé de minimiser, a poursuivi Richard. A appelé ça de l'humour, du sarcasme. A prétendu que tout le monde avait ri. Ils ont ri, ai-je dit doucement. Oui, a-t-il hoché la tête. Et c'est la partie que je regrette le plus, ne pas avoir arrêté ça. Il s'est adossé à sa chaise, expirant. Maxime a toujours été peu sûr de lui. Il le cache en se mettant au centre de la pièce, en mettant les autres juste un peu en dessous de lui. J'ai pensé à toutes ces blagues, tous ces moments que j'avais balayés. Nous l'avons laissé s'en tirer, a dit Richard, parce que c'était plus facile que de le confronter. J'ai pris une gorgée de mon café, laissant l'amertume m'ancrer. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que tu es parti, a-t-il dit simplement, et ça a forcé une prise de conscience.
Le nom de Maxime était revenu plus d'une fois dans les conversations familiales depuis le dîner, pas en colère contre moi, mais en inquiétude pour lui, sur des schémas que personne ne voulait nommer avant. Il ne s'attendait pas à des conséquences, a admis Richard. Il pensait que tu allais te calmer, que tu reviendrais. J'ai croisé son regard. Il avait tort. Oui, a-t-il dit. Il avait tort. Nous sommes restés assis en silence un moment, pas inconfortable, juste définitif. Je ne te recontacterai plus, a dit Richard en se levant. Mais je voulais que tu saches que tu n'avais pas tort et que tu n'étais pas déraisonnable. Après son départ, je suis resté à table plus longtemps que nécessaire, regardant la porte se refermer derrière lui. Cette conversation n'a pas apporté de clôture, mais elle a apporté une confirmation. Plus tard cette semaine-là, le frère de Maxime, Théo, m'a envoyé un dernier message. Il déménage. Le message disait « Mutation professionnelle, une autre ville ». Je pense qu'il a besoin d'un nouveau départ. J'ai fixé l'écran, puis j'ai répondu. J'espère qu'il trouvera sa voie. Et je le pensais de la manière distante et détachée dont on souhaite la croissance pour quelqu'un dont on n'a plus besoin d'être témoin. Ce soir-là, je me suis tenu à ma table à dessin et j'ai regardé une série de croquis que j'évitais. Des lignes audacieuses, des angles sans concession, un design que j'aurais remis en question des mois plus tôt. Je n'ai pas hésité cette fois. Je l'ai ancré. Parfois, les gens ne se brisent pas d'un coup. Parfois, ils se fissurent doucement derrière des portes closes dans des conversations que vous n'entendez jamais. Et parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire est de partir avant que les fissures ne deviennent votre responsabilité. Le changement ne s'est pas annoncé. Il n'y a pas eu un seul matin où je me suis réveillé transformé. Pas de moment cinématographique où tout a soudainement pris sens. Au lieu de cela, il s'est glissé à travers des jours ordinaires, réarrangeant les choses doucement pendant que je ne regardais pas. Je l'ai remarqué d'abord au travail. Je parlais plus en réunion. Pas plus fort, juste plus clairement. Quand quelque chose ne fonctionnait pas, je le disais. Quand une idée méritait de l'espace, je ne m'excusais pas de le prendre. La proposition de projet mixte que je révisais est finalement partie vendredi. Propre, confiante, sans compromis. J'avais arrêté de remettre en question les éléments les plus audacieux, la terrasse en porte-à-faux, le flux de circulation non conventionnel. Ils sont restés. Moi aussi. Mes soirées ont changé aussi. J'ai arrêté de les remplir de bruit. Plus de défilements idiots ou de télévision en fond sonore pour noyer mes propres pensées. Je dessinais, cuisinais des repas qui prenaient plus de 15 minutes, allais au lit quand j'étais fatigué au lieu de quand je me sentais fini. J'ai rejoint un studio de yoga près de mon appartement, un que j'avais quitté des mois plus tôt parce que Maxime avait plaisanté en disant que c'était très typique de moi ou d'une manière qui le faisait paraître petit. Le premier soir de retour, j'ai tenu une planche de gainage plus longtemps que je ne le pensais possible. Mon bras tremblait. Je n'ai pas lâché. Ça semblait symbolique. Les amis l'ont remarqué avant moi. Lors d'un petit dîner avec des collègues, quelqu'un a levé son verre et a dit « Tu as l'air posé ». J'ai souri. J'ai arrêté de négocier avec l'inconfort. À la salle de sport, Étienne a croisé mon regard à travers la salle de musculation et m'a fait un petit signe de tête. Pas de commentaire, juste de la reconnaissance. C'était suffisant. Un soir, alors que je fermais le bureau, mon téléphone a vibré, un numéro inconnu. Je l'ai fixé un instant, puis je l'ai laissé sonner. Il n'y a pas eu de message. Je ne me suis pas demandé qui c'était. Le week-end suivant, je suis allé à une journée portes ouvertes seul, pas parce que j'achetais, juste parce que je voulais marcher dans un espace sans imaginer comment quelqu'un d'autre pourrait l'habiter. La lumière du soleil se déversait sur des parquets inachevés. Je me suis tenu au centre de la pièce et j'ai tourné lentement, cartographiant des possibilités qui n'appartenaient qu'à moi. Pour la première fois depuis longtemps, mon avenir semblait spacieux. Je ne me suis pas précipité pour le remplir. En milieu de semaine, les résultats de la proposition sont arrivés. Nous avons gagné. J'ai lu l'email 2 fois, puis une fois de plus juste pour être sûr. Le client mentionnait spécifiquement l'audace du design, la confiance derrière lui. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis adossé à ma chaise, un lent sourire se dessinant sur mon visage. Pas à cause de la victoire, mais parce que je me reconnaissais dedans. Ce soir-là,
j'ai retrouvé ma sœur pour une promenade le long des quais de Seine, l'air était vif, l'eau sombre et stable à côté de nous. Tu ne parles plus de lui, a-t-elle observé. Je n'en ai pas besoin, ai-je dit. Elle a heurté mon épaule légèrement. Bien. En marchant, j'ai réalisé que quelque chose d'autre avait changé. Je n'attendais pas. Pas d'excuses, pas de clôture, pas qu'il comprenne ce qu'il avait fait. J'avais déjà tout ce dont j'avais besoin. Le changement n'était pas dramatique. Il était durable et il était à moi. Ce qui m'a surprise, ce n'est pas la rapidité avec laquelle les gens ont arrêté de poser des questions sur Maxime. C'est le peu d'espace que son nom occupait une fois qu'il n'était plus forcé dans la conversation. Lors d'un pot de fin d'année une semaine plus tard, son absence est passée presque inaperçue. Les conversations coulaient autour du travail, des projets, des rénovations, des voyages. Si quelqu'un le mentionnait, c'était en passant, comme une note de bas de page qui n'avait plus besoin d'explication. Je me tenais près du bar, discutant des restrictions de zonage et des délais de projet, et j'ai réalisé quelque chose de discrètement important. Personne ne me regardait plus avec pitié. Personne n'attendait de réaction. La vie s'était rééquilibrée. Plus tard dans la soirée, Lucas m'a trouvé près du vestiaire. « Ça va » a-t-il demandé nonchalamment. Pas de voix basse, pas de formulation prudente. « Ouais » ai-je dit. « Vraiment. » Il a hoché la tête, acceptant cela sans essayer d'y ajouter quoi que ce soit. C'était nouveau. Les gens avaient arrêté de sentir qu'ils devaient me mettre à jour, me prévenir ou remplir le silence avec des commentaires. J'aimais ça. Les jours suivants semblaient ouverts d'une manière que je n'avais pas connue depuis longtemps. Je m'attardais dans des endroits que je traversais habituellement en coup de vent. Une librairie sur mon chemin de retour, un petit café pour lequel je m'étais toujours dit que je n'avais pas le temps. J'ai acheté des choses sans vérifier mentalement si quelqu'un d'autre approuverait. J'ai réorganisé mon salon sur un coup de tête. J'ai accroché une œuvre d'art que Maxime avait un jour qualifiée de trop. L'espace s'est senti mieux immédiatement. Le dimanche matin, je suis tombé sur sa sœur au marché. L'interaction a été brève et sans complication. « Je suis désolé » a-t-elle dit. Pas de conditions, pas d'excuses. « Merci » ai-je répondu. Nous ne sommes pas restés là à revisiter quoi que ce soit. Nous n'avons pas fait semblant d'être amis. Nous avons reconnu le passé et l'avons laissé rester là où il devait être. En m'éloignant, portant du pain encore chaud du four et des fleurs pour lesquelles je n'avais pas de raison particulière, j'ai remarqué à quel point mes mains semblaient légères. Je n'avais rien gagné. Je ne l'avais pas exposé, je n'avais pas corrigé les faits ni exigé de compte. J'avais simplement arrêté de participer, et j'ai réalisé que c'était la fin la plus propre que je pouvais me donner. Certaines personnes prennent le silence pour de la faiblesse. Mais parfois, le silence est ce qui arrive après avoir dit tout ce qui compte. La dernière fois que j'ai pensé à cette nuit-là, vraiment pensé à elle sans sourciller ni précipiter le souvenir, c'était des semaines plus tard au milieu d'une réunion de conception. Un client demandait quelque chose de sûr, de prévisible, quelque chose qui ne ferait pas sourciller ni n'inviterait aux questions. J'ai écouté, hoché la tête, pris des notes. Puis je me suis surprise moi-même. Je pense que nous sous-estimons l'espace, ai-je dit calmement. Si nous le traitons comme quelque chose de temporaire, il semblera toujours inachevé. Mais si nous le concevons comme s'il était fait pour durer, tout le reste se met en place. La salle est devenue silencieuse, pas mal à l'aise, attentive. Je leur ai expliqué l'idée. Des lignes plus audacieuses, des transitions plus propres, une disposition qui assumait la confiance au lieu de demander la permission. En parlant, j'ai réalisé que je ne vendais pas seulement un design. Je nommais un changement. Après la réunion, je me suis assise seule à mon bureau, regardant la ville. Verre, béton et acier. Toutes ces choses que les gens pensent permanentes jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. J'ai pensé à Maxime à ce moment-là, pas avec colère, pas avec regret, mais avec distance. J'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris avant. Quand il m'avait traité de temporaire, il ne me décrivait pas moi. Il se révélait lui-même. Certaines personnes ne savent se sentir en sécurité que si elles se tiennent sur les épaules de quelqu'un d'autre. Elles rendent les autres provisoires pour ne jamais avoir à s'engager à les voir comme réels. J'avais passé 8 mois à me faire plus petite, plus douce, plus facile à tenir sans effort. Et au moment où il a dit tout haut ce qu'il pensait tout bas,
quand il a transformé son mépris en spectacle, cela m'a donné de la clarté au lieu de la honte. Les gens me demandent maintenant, quand l'histoire surgit par morceaux, si je regrette la façon dont j'ai géré ça, si je souhaite être resté et l'avoir confronté devant tout le monde, l'avoir forcé à s'expliquer, à s'excuser. Non. Partir était la ligne la plus propre que je pouvais tracer. Cela disait tout sans cruauté, sans spectacle, sans me transformer en quelque chose que je n'étais pas. Je n'avais pas besoin qu'il admette sa faute. J'avais besoin d'arrêter de l'accepter. Plus tard cette semaine-là, je suis retourné à ma table à dessin et j'ai fini un concept autour duquel je tournais depuis des mois. C'était non conventionnel, confiant, un peu intimidant, et cela semblait exactement juste. C'est à ce moment-là que tout s'est finalement mis en place. Pas comme une leçon, pas comme une clôture, mais comme une vérité. Je n'ai jamais été temporaire. J'étais juste dans un endroit qui ne pouvait pas me contenir.